L'argent ne pousse pas dans les arbres, mais les crypto-monnaies poussent dans les ordinateurs. On en parle avec Jonathan Hamel, Élisabeth Préfontaine et Michel Nadeau. Bonsoir à vous trois. Bienvenue à Tout le monde en parle. Jonathan Hamel, vous êtes le président et fondateur de l'Académie Bitcoin. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Élisabeth Préfontaine, vous êtes analyste et entrepreneur en technologie financière. Michel Nadeau, vous êtes expert en finance et gouvernance. Vous avez aussi été précédemment numéro 2 pendant 20 ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Jonathan, le Bitcoin est une crypto-monnaie. Tout d'abord, c'est quoi une crypto-monnaie? Bien, une crypto-monnaie, en fait, je pense que le terme monnaie est un peu mal choisi parce que Bitcoin, par exemple, est plus considéré comme une commodité. Donc, je pense que c'est un peu comme, on peut le considérer comme l'or 2.0. Donc, Bitcoin, c'est une ressource, on peut dire virtuelle, mais c'est relativement tangible, qui est rare et qui est facile à échanger via un réseau informatique qui est sécurisé. De l'argent virtuel. D'une certaine manière, oui. OK. Jonathan, est-ce que la crypto-monnaie est une vraie monnaie? Non, en fait, la plupart des régulateurs, par exemple, les régulateurs américains récemment ont déclaré, reconnaissent le Bitcoin comme étant une commodité. Une commodité, c'est un peu, par exemple, comme l'or, le pétrole, le grain. OK. Donc, le Bitcoin se comporte plus comme une commodité parce qu'il n'y a pas les propriétés d'une monnaie. Par contre, il est facile à échanger, il est liquide comme une monnaie. Donc, il y a certaines propriétés de la monnaie, mais il y a aussi certaines propriétés, par exemple, des commodités. Élisabeth, est-ce que la crypto-monnaie est facilement accessible au Canada? Est-ce qu'on peut s'en procurer facilement? Facilement, oui et non. Ça dépend de certaines institutions, certaines banques ont rendu l'achat de crypto-monnaies plus difficile que d'autres. Mais de manière générale, à travers des échanges organisés ou à travers des échanges physiques, il est possible de faire l'acquisition au Canada. Est-ce que le Bitcoin est divisible? Est-ce qu'on peut acheter une petite fraction de l'unité? C'est divisible au 100 millionième. Donc, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin au complet. On pourrait en acheter, par exemple, pour 100 ou quelqu'un qui en a déjà dans son portefeuille pourrait vous faire un cadeau à la fête des mères, à Noël, puis vous envoyer un morceau d'un Bitcoin. Moi, ma mère, elle aime mieux le chocolat. Ou les cartes Si jamais on parle, là. Ou les Mais, cartes cadeaux. Michel, en ce moment, la valeur du Bitcoin, qui varie beaucoup, est autour de 7 700 US. Au départ, en 2009, ça valait rien. En 2013, ça valait 100 $. En janvier 2017, sa valeur était environ de 900 $. Ça a déjà monté à presque 20 000 US. Est-ce que c'est un bon investissement ou il faut aimer les montagnes russes et le yo-yo? Il faut surtout aimer les billets de loterie, à mon avis. Parce que c'est absolument imprévisible. D'abord, on ne devrait pas appeler ça une monnaie, parce qu'une monnaie, ça sert à régler des transactions des gens qui achètent des biens et services. Dans le cas présent, c'est un système. Évidemment, quand vous allez à la banque, vous déposez de l'argent, vous empruntez, il y a un grand livre. Là, tout ça est décentralisé. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'assurance. Si vous investissez là-dedans pour le cadeau de votre maman, eh bien, l'AMF ne vous assure pas pour 100 000 $. Il n'y a pas de transparence. Vous faites une transaction, est-ce que c'est un expert de Laval qui a décidé de vider ses chaussettes, qui vous vend ces choses? Je dois vous interrompre, je m'excuse. Mais encore une fois, vous interrompre. c'est la réalité. Attendez, C'est la Elisabeth, réalité. je vais vous Il demander. n'y a pas de prévoyance. Vous ne savez pas qui est votre interlocuteur. Or, donc, On a bien compris là, qu'ils ne sont pas c'est d'accord. impossible. Absolument. Le dernier point, c'est impossible de prévoir. Si j'achète de l'or, je sais que s'il y a de l'inflation, l'or monte. Si j'achète du pétrole, si le dollar canadien va monter. Mais dans le cas du Bitcoin, c'est totalement imprévisible. C'est vrai de dire qu'il n'y a pas de patron à Bitcoin. Bitcoin, c'est pas une compagnie. Bitcoin, c'est un réseau décentralisé. La gouvernance se fait par consensus. Vous avez mentionné un grand livre comptable. Il y en a un, ça s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est la chaîne de blocs. OK. Bitcoin, c'est un protocole informatique et c'est aussi un actif. La résultante des transactions, c'est une chaîne de blocs. La chaîne de blocs, imaginez le grand livre comptable qui, lui, tient toutes les transactions qui ont été faites. Ça, c'est un livre comptable qui est disponible sur des milliers d'ordinateurs sur la planète. Parlez-nous pas, on comprend rien. Non, ouais. C'est comme le système Phoenix. Il n'y a personne d'imputable, il n'y a personne de Non, au responsable. contraire, C'est monsieur. le système de Nadeau, paye Phoenix. Là. Vous avez dit qu'il n'y a personne d'imputable. Au contraire, c'est probablement un des systèmes où la gouvernance est le plus claire. Et en total Il n'y a personne. Bien, justement, il y a tout le monde. Il y a tous les utilisateurs qui sont en contrôle. Donc, tout ce que vous avez nommé, ce sont des avantages et non pas des désavantages. OK. Jonathan, prenons un exemple simple. Supposons que j'ai des bitcoins Ouais. et que vous vendez quelque chose, un service.
et je veux l'acheter. Alors, je vous transfère ça virtuellement. Ouais. Vous le recevez dans votre compte. Comme on fait un virement OK? Interact, par exemple. Puis, quelle est la différence entre ça puis vous faire un virement Interact ou faire un échange de monnaie? Quel est mon avantage d'avoir une monnaie virtuelle? Bien, en ce qui nous concerne, par exemple, au Canada, où on a une monnaie stable, à l'heure actuelle, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages de faire une transaction en Bitcoin. Dans certains pays du monde, par exemple, si on peut prendre, par exemple, le Venezuela, où vous avez 9000 % d'inflation par année, si vous n'utilisez pas, en fait, vous pourriez utiliser l'or, mais c'est accessible seulement, disons, à une certaine portion de la population. Bitcoin permet aux gens, même les plus pauvres du Venezuela, d'acheter des Bitcoins et de conserver une certaine partie de leur pouvoir d'achat. Ça, c'est un cas d'utilisation. OK. Un autre intéressant, par exemple, c'est ce qu'on appelle les virements internationaux. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont de la famille dans des pays étrangers qui vont vouloir envoyer de l'argent à leur famille. Ils vont faire ça avec des services comme Western Union, par exemple, MoneyGram. Et ces services-là demandent des fois 10-15 % sur la transaction. C'est énorme. beaucoup. Donc, Bitcoin serait un outil intéressant pour faire des virements internationaux. Donc, Mais on associe souvent la crypto-monnaie à des trucs illégaux, à la cybercriminalité, acheter de la drogue, etc. Évidemment, ça doit servir, mais c'est pas bon pour la réputation de cette Bien, crypto-monnaie-là. évidemment, parce que souvent, il peut y avoir aussi un cas d'évasion fiscale. C'est parce qu'on ne connaît pas le nom des joueurs. On ne sait pas avec qui on transige. Or, donc, vous êtes aux Bahamas, vous voulez payer certaines sommes. Évidemment, vous faites des transferts de bitcoins. La volatilité aujourd'hui, le bitcoin aujourd'hui a perdu 7,5 %. Si vous aviez 10 bitcoins, vous avez perdu 5 000 $ aujourd'hui. Donc, si c'était l'argent pour vos vacances, là, vous allez changer de destination. On parlait de transactions illicites. Si Oui. je suis un criminel, que je veux faire des transactions illicites, la dernière chose que je veux faire, c'est de les mettre ça sur un registre comptable qui est disponible de manière transparente pour les siècles des siècles sur des milliers d'ordinateurs à travers la planète. Je ne voudrais pas faire ça. C'est une très mauvaise utilisation. OK, parce que c'est pas une transaction anonyme. non, on dit que c'est pseudo-anonyme. C'est pas anonyme. Donc, dès que votre pseudonyme est connu, en fait, ça arrive souvent, par exemple, que la GRC va, saisir un trafiquant de drogue et, selon, disons, son historique de transaction, on va être en mesure de retracer un réseau relativement facilement. Oui, mais c'est tellement facile d'avoir une fausse identité sur... Bien, en fait, c'est probablement un des canaux de transaction qui est un des plus faciles à retracer, là. Donc, récemment, le sous-secrétaire du Trésor américain a dit que, justement, en audience devant le Sénat, que la majeure partie du blanchiment d'argent se fait, M. Nadeau, par les canaux bancaires traditionnels. Ouais. Donc, c'est très, très minime. Et, Guy, on assiste à peu près au même discours qu'au début de l'Internet. Quand on avait le début des premières années d'Internet, on disait « L'Internet, c'est dangereux, il y a de la pornographie, on peut apprendre à faire une bombe. » Donc, ça n'a pas changé. Je ne suis pas contre l'argent numérique parce que déjà, 95 % de nos liquidités, c'est pas des billets de banque, c'est Oui, pas c'est ça. de l'or. c'est Donc, fait c'est à des partir de chiffres rien. à la banque. Mais je pense que c'est un système qui est encore expérimental, qui n'est pas encore à point. Et je pense que le commun des mortels devrait éviter ce genre de spéculation-là parce que ça ne sert pas à régler des transactions. Peut-être au Venezuela, mais au Canada, ici, c'est des placements extrêmement spéculatifs. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a une belle tribune, à tout le monde en parle, pour présenter, faire de l'éducation. Puis là, on est en train de faire un mélange d'informations, de désinformation. Je pense que le public va être encore plus mêlé après ce soir. Mais ça donne les deux côtés. OK, bien, j'ai des questions simples. Allons-y. Est-ce que c'est vrai que si on perd notre mot de passe, on perd notre argent parce qu'on ne peut plus la retrouver? Oui. Donc, il faut l'écrire dans son testament, il faut le dire à quelqu'un qu'on connaît. Ça, c'est pas un bug. C'est une t'organises pas le propriété perdre, du là? système. En fait, Bitcoin, c'est un actif au porteur. Donc, vous avez la responsabilité de sauvegarder, et je vais vous épargner toute la partie OK. cryptographique, mais votre clé Il privée... faut juste s'en rappeler. Mais si vous l'oubliez, c'est vrai que vous perdez tout. C'est la machine qui s'en Si vous rappelle. changez Non. d'ordinateur, Non. vous avez une nouvelle adresse IP, là, Non. il faut faire Non, des, c'est il faux, faut c'est faire faux, des c'est ajustements. faux. Oui, mais- Ben, justement, si, par exemple, en fait, vos bitcoins ne sont pas sur l'ordinateur, là, ce que vous avez, c'est une clé qui permet de transiger sur le réseau Bitcoin. Si vous perdez, par exemple, votre ordinateur ou votre téléphone se fait voler et que vous avez sauvegardé de manière sécuritaire votre phrase, vous pouvez la réinsérer dans un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur qui va régénérer votre clé Tu mets privée. ta clé de Bitcoin dans un bas de laine. c'est ça? Est-ce qu'on peut, Exact. Dans un coffre. est-ce qu'on peut contrefaire des bitcoins ou les pirater? Non, en fait, Bitcoin, c'est probablement le réseau transactionnel
financier le plus sécuritaire au monde. Premièrement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect cryptographique. Donc, la sécurité cryptographique de Bitcoin est aussi élevée. En fait, c'est les mêmes standards de cryptographie que vous avez quand vous allez sur Gmail, par exemple, sur Hotmail ou sur vos services bancaires en ligne. Mais on ne peut pas se faire hameçonner, là, comme En fait, oui, c'est comme n'importe quoi. Ça là. peut Donc, arriver. C'est le courriel qui est utilisé à ça. ouais. Mais tu sais, Même dans le l'usager, en fait, OK. disons, le point de faille, c'est vraiment l'usager. Et juste vous donner un aperçu de la sécurité cryptographique, ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on voit toujours un film où quelqu'un hack un mot de passe en quelques minutes. Hein, tu sais. Mais ça, dans la réalité, juste pour décrypter une clé privée de Bitcoin, vous avez plus de chances de trouver la combinaison gagnante à la loterie 649 9 fois de fil. Donc, c'est un système qui est relativement sécuritaire. Moi, je me suis rendu à 7, fait que... Encore une fois, je pense que les pirates ont eu accès au Pentagone, au dossier des grandes banques américaines. Dire que c'est absolument infaillible, je n'en suis pas certain. c'était- Si jamais ça arrivait, la question, où est-ce qu'on va porter le conflit? Devant quel tribunal? Il n'y a pas de tribunal, Mais, en parce fait- que le Bitcoin est au-dessus des lois. Or, donc, il n'y a est-ce pas que- de juridiction. Les Réponse à courtiers ça? disent, nous sommes enregistrés de vendre comme ça des valeurs mobilières. Oui, celle de Chypre. Donc, vous devrez aller à Nicosie plaider votre cause. Si on est capable de frauder la blockchain de Bitcoin, si on était capable de l'altérer, vu que c'est le même protocole de sécurité, par exemple, que les services bancaires en ligne, bien, si j'avais cette possibilité-là, c'est pas les bitcoins que j'irais chercher, c'est tout le système financier mondial. C'est le même Secret niveau industriel. c'est le même niveau d'encryption. Donc, au niveau de sécurité, où les dangers se situent, c'est dans les entreprises périphériques, c'est-à-dire les échanges. On veut faire attention avec les fournisseurs de services qui gravitent autour de l'écosystème Bitcoin. Et ça, il y a des lois. Ces lois-là sont déjà établies de ne pas voler, de ne pas frauder, de ne pas faire de le code fausses criminel. réponses. C'est le code criminel, Il y absolument. a un aspect important de l'actif Bitcoin qui devrait vous fasciner, vous qui avez une expérience dans le monde bancaire, c'est qu'une transaction Bitcoin, il n'y a pas de risque de contrepartie. Donc, le modèle d'affaires qui peut être développé autour de ça est incroyable parce que tout le système bancaire est composé d'intermédiaires qui deviennent des tiers de confiance, qui servent à mitiger le risque de contrepartie. Tout le pari dans la gestion de vos épargnes, de vos économies, c'est un système de technologie où il n'y a aucun encadrement réglementaire, il n'y a aucune transparence. Moi, je trouve que c'est risqué. Permettez-moi deux Encore une réponses. fois, à moyen long terme. Moi, je trouve qu'à moyen long terme, Bitcoin va peut-être être là dans 10-15 ans, je le pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de turbulences et que les consommateurs ne devraient pas toucher à ce genre de On peut parler, monnaie par exemple, avant de l'or, 10-15 le marché ans. de l'or, M. Nadeau, qui est une bulle, n'était qu'une bulle de 3000 ans. Si vous regardez probablement dans les premières années de l'échange de l'or comme commodité, c'était probablement volatile comme le Bitcoin aujourd'hui. Donc, c'est un marché qui est relativement jeune. En 2014, le Bitcoin a perdu 80 en une journée. Alors donc, c'est... Il y a un fonds négocié en bourse qui a perdu 100 il y a En une 3 journée. semaines. Ben oui. Donc, Ouais. J'aimerais dire deux choses. Oui. Vous écouterez la facture qui a passé la semaine passée. Il y avait un beau reportage sur Western Union. Bitcoin, ça règle exactement ça. Vous irez voir, beau reportage, fraude interne. Ça a été perpétré sur des années. Ils n'ont jamais voulu l'avouer. Ils ont été pris la main dans le sac, il y a eu une investigation, etc., etc. Bitcoin, ça règle ça. Vous êtes pris en Europe, vous avez besoin d'argent d'urgence, de mon portefeuille à votre portefeuille, instantané, pas d'intermédiaire. La deuxième chose, Interact fait la job. vous semblez dire que là, il ne faut pas toucher à ça. C'est un actif supplémentaire en gestion de portefeuille. Dans un patrimoine, on va avoir des actions, des obligations, sa résidence principale. Certains plus fortunés vont avoir la chance d'investir dans l'or ART, dans l'or OR. Ils vont avoir, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Puis là, on a accès à une nouvelle classe d'actifs qui sont les crypto-monnaies. Donc, d'un point de vue de construction de portefeuille, évidemment, on ne va pas aller mettre On tous pourrait avoir ses une œufs. classe d'actifs On qui va s'appelle pas- les billets de loterie aussi. OK. Je respecte votre opinion, mais je suis profondément en désaccord. Je pense qu'il y a un manque de compréhension fondamentale de ce qui est en train de se passer. Puis ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous, qu'on creuse le dossier ensemble, seulement à si ça vous propos de creuser intéresse. le dossier, on pourrait regarder Seulement. la Mais consommation pas le jeudi, énergétique. parce qu'il fait sa Oui, mise mais à jour attendez, des on n'est pas livrets. rendu là. On y vient. Mais c'est parce que ça consomme énormément d'énergie. C'est même un marché pour Hydro-Québec. Ouais. Ça, c'est intéressant. Vous soulevez un point intéressant. On a vu... Bon, enfin. Bravo. Bravo.
que les mineurs de crypto-monnaies ont besoin, c'est effectivement l'électricité. Donc, c'est une activité qui est énergivore, comme toute activité industrielle. Et on a un autre actif au Québec qui nous place comme une place de choix, c'est qu'il fait froid. Donc, on n'a pas besoin de climatiser plusieurs mois par année. Comme les centres de traitement informatique, c'est ça aussi. Donc, on a deux actifs intéressants pour accueillir cette économie-là, le froid et l'électricité qui est relativement à bas coût. Il y a un dossier dans Québec Science qui dit que le Bitcoin consomme l'équivalent de la consommation d'1,2 million de Québécois. Or, un jour, peut-être que M. Couillard devra choisir un 23 décembre. Est-ce qu'on fait marcher le Bitcoin local ou on éteint la lumière dans une partie faux, des ça. foyers Ils québécois? mangeront leur dinde congelée. C'est pas ce que vous avancez. Je vais citer le président d'Hydro-Québec qui a dit que, en fait, Hydro-Québec, dans les 15 dernières années, a augmenté de beaucoup sa capacité de production, ce qui fait en sorte que Hydro-Québec a des surplus d'électricité qui sont majeurs. Vous êtes d'accord avec moi que quand on a un surplus d'électricité, ce surplus-là, il est perdu. C'est pas quelque chose qu'on peut emmagasiner à jamais. Donc, le président d'Hydro-Québec mentionnait deux choses. Les centres de traitement de données, par exemple Amazon, Google, Ouais. qui s'installent à Montréal. Et le deuxième, c'est toute l'industrie blockchain, donc les mineurs des entreprises comme, par exemple, Bitfarms, qui s'installent ici et qui consomment ces surplus d'énergie-là. L'exemple qu'on a vu, par exemple, à Sherbrooke, où une entreprise, Bitfarms, des Québécois qui ont lancé cette entreprise-là, un investissement de 250 millions, c'est un des plus grands investissements privés depuis longtemps au Québec en technologie. Ce qu'ils font, en fait, avec le partenariat avec Hydro de Sherbrooke, c'est que Bitfarms va consommer seulement la différence entre la capacité totale de production et ce que le réseau consomme actuellement. Donc, autrement, ce surplus de production-là serait perdu. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Eux réussissent à opérer leur entreprise. Hydro Sherbrooke vend son électricité et c'est des dizaines de millions de dollars qui rentrent dans les coffres de la ville de Sherbrooke. Pour répondre à l'argument de M. Nadeau qui disait, bon, un 23 décembre, il va falloir débrancher les foyers québécois parce qu'on a besoin de miner de la crypto-monnaie, dans l'entente de Bitfarms avec Hydro-Sherbrooke, il est déjà prévu que s'il y a une pointe en hiver, une pointe hivernale, bien, qu'ils vont débrancher les machines. C'est déjà prévu, puis ils ne sont pas en train de produire de l'électricité pour eux. C'est de l'électricité excédentaire. Ce qui est intéressant dans le cas du minage Bitcoin ou l'industrie blockchain, c'est que beaucoup de régions, par exemple, ont des usines qui ont fermé, qui ont encore des approvisionnements électriques importants. C'est le cas, par exemple, de Bécomo, qui pourrait, par exemple, accueillir des investissements majeurs, encore une fois, de Bitfarms. Il y a des projets même de 500 millions de dollars, c'est près de 500 emplois. Donc, pour des régions qui ont eu des pertes massives d'emplois, par exemple, dans les ressources naturelles, ça fait plusieurs gouvernements successifs, M. Nadeau, qui tentent de diversifier l'économie des régions par la technologie. Et là, on a des fonds privés, des capitaux privés qui veulent relancer des usines fermées et on trouve le moyen de leur mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça assez incroyable. C'est clair que cette semaine, vous trois, vous allez recevoir énormément de courriels. Moi, je trouve ça